Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la table ronde des éditeurs et des éditrices qui portera plus spécifiquement sur la diffusion des études littéraires et culturelles québécoises. Simplement un petit mot pour vous dire qu'on est finalement toutes et tous à distance puisqu'on ne pouvait tous être en présence et que pour une table ronde, la fluidité des échanges, on a voulu aborder ça sur un pied d'égalité et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes tout le monde à distance. Donc, je vous présenterai d'abord la participante et les participants. Suivra une période d'échange lors de laquelle seront abordés différents aspects de la diffusion, le livre comme support, la librairie, le lectorat et bien sûr les questions du financement et des politiques. Je propose que les premiers échanges se fassent entre participants et participantes et nous pourrions ensuite, s'il reste du temps bien sûr, prendre des interventions du public et échanger un peu plus librement. Donc, sans plus attendre, je vous présente les 4 invités d'aujourd'hui. D'abord, Isabelle Boisclair, qui est professeure d'études littéraires et culturelles à l'Université de Sherbrooke. Ses recherches portent sur les représentations des identités de sexe, de genre et des sexualités dans les textes littéraires contemporains. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles. Vous pourrez vous référer au programme pour avoir la longue liste. Ce sont des ouvrages passionnants, mais chez beaucoup d'éditeurs différents, Nota Bene, les Plumes, Remis Ménage. Isabelle est aussi membre du Versus, un groupe de recherche en édition littéraire et culturelle comparée du Canada et du Québec de l'Université de Sherbrooke, de même que membre du REQEF, qui est le Réseau québécois en études féministes. Elle est aussi membre du Comité international de la revue Nouvelles questions féministes. Donc, bienvenue, Isabelle Boisclair. Merci, bonjour. Je vous présente ensuite Guy Champagne, qui, comme certaines le savent, est 19e de formation et auteur de l'édition critique de l'œuvre poétique d'Eudore Éventurel. Par ailleurs, il travaille dans le milieu de l'édition depuis plus de 30 ans. D'abord, il a fondé avec Anne-Marie Guérineau et Denis Lebrun Nuit Blanche Éditeur, qui est ensuite devenu Nota Bene. Et finalement, ça a pris le nom de Groupe Nota Bene au moment d'une autre restructuration. Dans ce contexte-là, Guy a toute sa carrière d'éditeur œuvré à transmettre le savoir et le savoir-faire dans un esprit de collaboration. Depuis le printemps 2020, Guy Champagne est éditeur senior aux presses de l'Université de Montréal. Je vous présente également M. Gilles Herman, qui travaille aux éditions du Septentrion depuis 1999. Il a été d'abord chargé de projet et est devenu ensuite directeur de l'édition avant d'acquérir la maison en 2005. Ayant à cœur la diffusion de l'histoire et du patrimoine québécois et franco-américain, il participe à de nombreux événements, salons du livre francophone et autres congrès, afin de faire connaître au plus grand nombre les contenus publiés au Septentrion. En 2018, il a cofondé les Rendez-vous d'histoire de Québec, premier événement du genre en Amérique. Son intérêt pour les technologies le porte aussi à développer des approches de diffusion novatrices. Bienvenue, M. Herman. Et finalement, j'ai suivi l'ordre alphabétique. C'était d'aucune façon, une façon d'ordonner les tours de parole, mais Patrick Poirier, qui dirige les presses de l'Université de Montréal depuis 2015. Il a été directeur du magazine Spirale pendant longtemps. Il a été déjà le coordonnateur scientifique du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise du site Université de Montréal. Il a été membre du conseil d'administration de plusieurs revues québécoises, a siégé à de nombreux comités dans le domaine des arts et de l'édition. Donc, bienvenue, Patrick. Merci tout le monde d'être présent. Alors, ma première question pour un petit peu lancer les échanges porte sur le livre comme moyen de diffusion de la recherche. Principal débouché, support cardinal des travaux des chercheurs, des chercheuses. À quel défi doit-il faire face? À quelles attentes des libraires, des lecteurs doit-il correspondre? Donc, ce livre, à quel défi fait-il face actuellement, d'après vous? J'imagine que ça dépend de nos positions, hein, selon qu'on soit éditeur ou chercheuse ou On professeur. veut les entendre toutes. Oui, c'est ça. D'accord. Mais les défis, c'est sûr que, et je suis certaine que ça va occuper un bon temps de nos échanges, mais c'est justement l'open access, la question de la virtualité, de rendre les textes disponibles
à un public plus large de façon plus facilement et un public plus large, mais surtout plus éparpillé. Hein. Dans le fond, c'est ça. Il n'est pas nécessairement plus nombreux, mais enfin, je pense que ça, c'est un défi. Et selon qu'on est éditeur et éditrice, on a des choses à défendre. Selon qu'on est une chercheuse, on a intérêt à ce que ça soit diffusé plus largement. En fait, encore une fois, que le livre trouve sa lectrice ou son lecteur. Même chose pour la professeure. Elle aime bien les deux. Souvent, on aime les deux. Idéalement, ça serait les deux. On aurait un livre papier, on aurait accès à une version électronique, j'ai l'impression. Mais voilà, en tant qu'autrice aussi, on a besoin des deux parce qu'on veut que ça soit diffusé. Donc, on n'a pas pu éviter très longtemps la question de l'open access. Merci. C'est lancé. C'est le défi, de demander le défi. C'est celui-là, je pense bien. C'est le plus visible, mais est-ce qu'il y en a d'autres pour essayer juste de la retarder un petit peu? Mais bon, si vous voulez aller tout de suite là, allons-y également. Pour aller, si tu me permets, pour aller au-delà de l'open access, parce que oui, je pense qu'on va en reparler largement, moi, je dirais que le plus grand, j'identifie rapidement deux défis par rapport à ces questions-là. C'est celui de la découvrabilité de nos contenus. Et l'open access en est une réponse, en tout cas, ou à la fois une réponse, à la fois un danger. Là, on en parlera. Mais donc, la découvrabilité, donc faire connaître à la fois nos contenus et puis toute la métadonnée qui tourne autour de ces contenus-là. Et puis, bien évidemment, je veux dire, la structure financière qui soutient nos travaux et la diffusion, je veux dire, diffuser des contenus savants et culturels, ça sous-entend qu'on les a préparés, travaillés de celui qui a fait de la recherche, de la personne qui a fait l'écriture jusqu'à celui qui en a fait de l'édition et la diffusion. Et la structure financière, on sait bien qu'elle est en péril. Alors, peut-être, entre autres, à cause de l'open access, mais il y a bien d'autres choses en arrière de ça, entre autres, évidemment, la disparition du financement pour ce genre d'œuvre, la disparition aussi peut-être d'un lectorat ou la dissolution d'un lectorat ou la trop grande part de ce qui se fait, de ce qui se publie. En tout cas, la question peut être vue de bien des façons, mais pour moi, c'est les deux angles importants, c'est la découvrabilité puis l'économie du livre savant et culturel qui est en jeu. Excellent point. Si vous permettez, j'ai toujours rêvé d'avoir la possibilité de jouer avec les deux modes. D'avoir une version électronique d'un livre qu'on publierait en papier et qui serait libre d'accès le plus possible, évidemment, mais au départ, quelqu'un qui achète un livre papier pourrait avoir une version électronique du livre. Ça devient un double rapport à la recherche. Évidemment, c'est ce qui est dangereux. On a essayé de le faire, on a regardé avec différents organismes, c'est que, évidemment, ça devient un vrai open access. Quelqu'un achète le livre, a sa version électronique, mais elle est disponible, ils peuvent l'avoir un petit peu partout de façon libre. Et là, on revient à ce que Gilles disait, c'est le financement de tout ça. Parce que ce qui fait vivre un éditeur, c'est en partie la vente des livres, mais aussi les subventions données par les gouvernements, par les organismes, que ce soit pour les ouvrages plus savants, le PAES, ou pour les ouvrages de littérature générale, le Conseil des arts du Canada, puis légèrement le gouvernement du Québec. Donc, l'enjeu est là si on veut survivre comme éditeur, et il faut que on soit rémunéré pour les livres qu'on fait. Ça coûte quand même beaucoup d'argent faire un bouquin, qu'il soit savant ou pas. Et si on ne reçoit rien en contrepartie, le libre accès nous tue. Et ça pose un problème qui est grave et qui est très important pour l'universitaire. C'est que les maisons d'édition fournissent une garantie scientifique aussi. C'est-à-dire qu'on ne publie pas un livre comme ça pour la couleur des cheveux de la personne ou par amitié, on le publie avec une caution intellectuelle. On fait lire, on a des pairs qui le lisent. Si on passe par le PAES, on double même la mise. Et il y a aussi un travail qui se fait. Ce n'est pas comme prendre une thèse puis la mettre sur une tablette électronique que tout le monde peut, je
parle pas de tablette iPad, là, je parlais d'une tablette tablettée. C'est pas la même chose. Il y a tout un processus de retravail, de rendre accessible de façon claire ce qui est exprimé dans le manuscrit, dans le texte. Et ça reste le travail de l'éditeur. Et pour qu'il puisse le faire, ben, il faut qu'il soit payé. Exactement. C'est un enjeu économique qui n'est pas lié au prix du papier, du support, au transport en camion, au prix de l'essence. Puis je trouve ça intéressant, cette idée. Bon, vous l'avez nommé, Guy Champagne, la garantie scientifique. Il y a une époque, on parlait des gatekeepers. Mais en fait, ce qui est derrière ça aussi, c'est une coproduction du savoir. Tu sais, quand on publie un livre, on ne fait pas que déverser un contenu à des gens qui l'assimilent automatiquement. Donc, toute cette étape-là, elle met en forme un livre en fonction d'une pluralité de vues et le livre s'ajuste à une série d'attentes. Donc, dans cette garantie-là, il y a aussi une coproduction et un travail collectif, celui des éditeurs, bien sûr. Donc, je trouve ça intéressant que, bien sûr, ça nous ramène à des questions économiques, mais que ce n'est pas uniquement la question de l'accès, c'est une question de production du savoir aussi, y compris dans le contexte de l'édition. Les travaux ne sont pas finis avant d'être mis en forme de livre. Une question économique, mais de qualité aussi. Donc, puisque justement, ce travail-là, dont Guy Champagne parle, ce travail d'édition-là spécialisé que les éditeurs font à nos livres pour les bonifier et les rendre plus justement digestes pour les lecteurs et les lectrices, il est essentiel. Donc, comme il disait, c'est pas mettre un texte en ligne, c'est travailler un texte, l'éditer. Déjà, le choisir au départ, comme il le dit, on ne publie pas. Donc, choisir, reproduire et diffuser, je pense qu'il y a Scarpi qui disait ça, c'est l'essentiel, la base. Mais voilà. Si vous permettez, juste pour ajouter, j'aimerais que ce soit reconnu qu'un éditeur de livres de savoir, comme on le fait, les 3 éditeurs sur le plateau Zoom, c'est d'être reconnu dans la chaîne de la diffusion du savoir. On complète ce que les chercheurs font de façon professionnelle à l'intérieur de projets de recherche ou bon, dans leur bureau universitaire avec les étudiants. On est là, nous, pour prendre la suite, pour faire connaître le plus possible ces travaux-là, ces ouvrages-là, et comme je le disais, de fournir une garantie. Une garantie qui fait que ce n'est pas n'importe qui arrive, qui met en ligne toutes ces élucubrations. Il peut y avoir de très bonnes choses en ligne, on le sait tous, mais il y a beaucoup d'autres choses. Je vais juste revenir au tout début de ce point-là et un peu à ce que disait Gilles par rapport à la découvrabilité, avant de rebondir sur la question du libre accès. La question de la découvrabilité, il ne faudrait pas non plus faire l'erreur de succomber à l'idée que le libre accès, donc la mise en libre accès d'un livre ou d'un article, que ça devient en quelque sorte une recette miracle pour accroître la découvrabilité d'un titre ou d'un article. Un titre qui n'est pas en libre accès peut être tout aussi découvrable s'il est bien diffusé et si tout le travail de moissonnage des métadonnées et d'inscription des métadonnées est bien fait. Donc, ça en partant, c'est un peu une impression qu'on peut avoir par rapport au libre accès, comme si c'était la panacée pour faire en sorte que nos livres soient plus facilement visibles sur l'Internet. C'est faux. Il peut être sur un site qui est en libre accès, mais s'il est mal identifié, si les métadonnées ne sont pas bien inscrites, il ne sera pas plus facilement découvrable, je déteste ce mot, qu'un livre qui est dans une tablette d'une librairie. Il ne faut pas se leurrer. Ça c'est une chose. Par rapport, donc, ce que ça implique, c'est donc justement un travail des éditeurs par rapport à ça. Quand on parle de monographie ou d'ouvrage collectif, quand nous, on publie, il y a un travail qui est fait de ce point de vue-là. On cherche à multiplier les points d'ancrage, les points de métadonnées qui sont inscrits pour que, justement, sur une recherche Google va aboutir à notre titre. Ça vaut aussi pour les journaux, les revues que l'on édite aux presses. Mais ça implique aussi qu'il y ait du côté de l'auteur, surtout en recherche, dans le milieu académique, dans la recherche scientifique, ça implique aussi que le chercheur fasse
lui aussi son travail de diffusion sur les réseaux, dans ses propres réseaux. Et donc, quand il y a des auteurs qui le font bien, qui le font consciencieusement, ça aide énormément à notre travail à nous et à la diffusion de leur ouvrage. Il y en a qui sont parfois plus gênés, qui ont moins le temps de le faire. Et donc, de ce côté-là, il y a un manque, c'est certain, qu'on ne peut pas toujours nous compléter. Pour revenir aussi au tout début de ce que tu disais, Chantal, je pense que tu posais la question de l'avenir du livre, puis le rapport avec les... Bon, il y a aussi une chose qui concerne les études québécoises comme telles, mais qui concerne aussi les sciences humaines en général. Et ça nous ramène en quelque sorte au libre accès aussi. C'est-à-dire que le livre en sciences humaines, particulièrement en littérature, je dirais, mais aussi en philosophie, dans les arts visuels, le livre demeure un aboutissement dans certains cas, c'est-à-dire que nos recherches nous mènent à la publication d'un livre qui vient, en somme, synthétiser les résultats de nos recherches. Dans certains cas, un article peut suffire, mais plus souvent qu'autrement, on cherche à trouver une forme d'expression qui est propre aux sciences humaines et le livre répond à cette question-là. Alors, malheureusement, les organismes subventionnaires semblent parfois, pas parfois, plus souvent qu'autrement, appliquer sur les sciences humaines et sur la diffusion en sciences humaines le même modèle qu'en sciences pures. Donc, s'imaginer, par exemple, que le livre qui ne joue absolument aucun rôle, dans le fond, là, quand on est en chimie ou en physique ou en biologie moléculaire, on se contente des articles. C'est ça le rôle de la diffusion, c'est là que ça se fait et il y a une certaine instantanéité. Il ne faut pas oublier que le livre en sciences humaines et sociales, ça répond aussi au type de recherche qu'on fait, qui est une recherche sur le long terme, qui se prête aussi à la réflexion plus lente, à la lecture plus lente. Donc, ça, je crois qu'on n'est pas prêt d'en voir la fin dans nos champs disciplinaires et certainement pas au CRIL, que j'en suis convaincu. On n'est pas prêt d'en voir la fin, Patrick Poirier, mais en même temps, est-ce que c'est vraiment juste une question de diffusion ou à force d'être sous pression ou comparé à d'autres modèles scientifiques, celui des sciences, celui des revues savantes, parce que l'open access pour les revues, c'est un tout autre sujet. D'ailleurs, ça va être abordé, si je ne me trompe pas, demain pour la question des revues savantes. Mais est-ce que le fait qu'on puisse publier en même temps le livre électronique, le livre papier, tous ces enjeux-là, est-ce que ça finit par changer le type de livre qu'on produit? Est-ce que ça change les contenus? Est-ce que la monographie gagne en popularité? Est-ce qu'elle est plus recherchée, moins recherchée? Ça me frappe parce que quand on enseigne, on voit que le fait d'avoir accès à des ouvrages électroniques, des ouvrages savants en particulier, fait en sorte que les étudiants ne lisent plus de la même façon. Ils lisent parfois des livres pour un regard particulier sur une question, pour l'approche, pour toute une série de nouveautés. Par contre, on fait aussi beaucoup de recherches d'entités nommées et on ramasse un paquet d'informations. On ne traite pas de la même façon, qu'on ne sous-pèse pas de la même façon. Puis je me dis, à moyen terme, ça doit avoir aussi un impact. Est-ce que votre lecteur type, votre lecteur modèle change avec tout ça ou vous avez toujours un peu exactement le même profil de lecteur en tête qu'il y a une quinzaine d'années, disons? Je pense pas que le lectorat a changé. Le lectorat demeure le même. Il y a des attentes différentes par rapport à ce qu'on doit lui offrir. Évidemment, toute la question du numérique, elle s'impose d'emblée. On doit répondre à cette demande-là. Mais là, évidemment, tôt ou tard, on va retentir avec la question du libre accès, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais oui, c'est sûr qu'on doit se prêter à cet exercice-là et se demander c'est quoi les attentes de notre lectorat. Guy l'a dit tantôt, je pense que dans le meilleur des mondes, on publierait un livre papier et toutes les personnes qui auraient acheté la version papier auraient droit à une version PDF gratuite du même livre, ne serait-ce que pour faciliter leur recherche puis leur travail de consultation. Mais cela étant, je ne veux pas faire l'exercice, je ne veux pas tomber dans le piège de faire un portrait générationnel par rapport aux étudiants d'aujourd'hui et de la façon dont ils lisent. Habituellement, ça veut dire que tu vas faire exactement ça. C'est très imprudent. Mais je pense que quand on est rendu au niveau universitaire, on ne peut pas se contenter d'un modèle de lecture qui est celui, par exemple, de Twitter, de Facebook. Je pense qu'on doit quand même se résoudre à l'idée qu'on va devoir lire des ouvrages de la première à la dernière page et que ces ouvrages-là font plus que 140 caractères.
Et c'est ça, on ne peut pas se les taper en ligne. C'est pas vrai qu'on peut Non. lire des livres en ligne. On peut lire des articles à la limite, un bout de chapitre à la limite, mais c'est pas vrai. Il faut couper, déjà, on le sait tous qu'il faut couper l'écran parfois. Donc, ça va avec le mode de lecture dont tu parles, Chantal, ça aussi. Donc, à la question économique, à la découvrabilité, il y a quand même des usages différents, peut-être des lignes de partage, certains ouvrages qu'on va utiliser pour faire des recherches plus rapides ou pour traverser des corpus plus vastes, question qui par ailleurs m'intéresse, mais je ne suis pas en train de dire que la monographie disparaît, mais je veux savoir si de votre point de vue ça a changé, parce que l'autre question, puis je sais qu'avec des éditeurs, c'est pas tellement de ces sujets-là dont on en vient à parler, mais il y a beaucoup de sujets qui intéressent, qui sont dans l'actualité, dans l'air du temps. Est-ce que tout ça ne change pas votre rapport à ce qu'on devrait publier, l'actualité, l'intemporalité? C'est quoi finalement qui est le plus intéressant pour aller chercher le lectorat? Ben, dans le cas d'un éditeur plus universitaire, éditeur de savoir, disons, il y a quelque chose qui est très important, c'est de suivre la recherche qui se fait dans les facultés, dans les universités. Ça évolue. La recherche évolue, les préoccupations des chercheurs évoluent. Il faut s'adapter à ça. Il faut que nos lecteurs, nos lecteurs scientifiques, ceux qui nous donnent leur avis sur la qualité des livres, ben, il faut qu'ils tiennent aussi compte de ça. Et on tient compte aussi du lectorat. Par exemple, tout passer au numérique, à un moment donné, il y en était question, et je vais vous dire une anecdote. Alors que je publiais beaucoup de livres du CRILC, le CRILC avait décidé de passer beaucoup plus au numérique, de publier simplement en ligne. Des trucs. Et j'ai des étudiants qui sont venus me voir, des étudiantes qui sont venus me voir en disant, nous, on veut un livre. On a droit, même si on est jeune, même si on arrive à ce temps-ci, c'était il y a 5 ans, 6 ans, on a le droit d'avoir un livre. Moi, je vais continuer. Évidemment, je vais continuer. Tant qu'on va pouvoir, on va en faire des livres. Donc, la pérennité du papier, c'est pas une question seulement de génération. Il y a énormément d'étudiants, d'étudiantes aujourd'hui qui lisent papier, qui ont besoin du papier. Il y a aussi la façon de lire. Lire à l'écran, lire sur des médiums électroniques, c'est-à-dire, sur le plan cognitif, c'est prouvé, ou du moins plusieurs en parlent, il y a beaucoup d'études là-dessus, c'est moins... ça a moins comment dire, on apprend moins, on va moins loin, on retient moins, c'est pas la même qualité de lecture que sur du papier. Donc, le papier a toujours son rôle pour les jeunes générations comme pour les anciennes générations. Moi, je crois en la mixité des choses. Je le disais au tout début. Faire des recherches électroniques sur un manuscrit PDF, c'est vachement important. C'est vraiment le fun. Puis je le fais, je ne m'empêche pas de le faire. Mais quand je veux lire, en prenant des notes pour travailler un article, pour travailler à quelque chose, pour me faire la tête sur... J'aime bien annoter mon livre, j'aime bien revenir. D'accord, je ne suis pas jeune, mais je vois des plus jeunes qui le font. Je vois mes enfants, qui sont pas mal plus jeunes que moi, évidemment, qui le font. C'est important d'avoir ça, puis de revenir de temps en temps dans sa bibliothèque, puis sortir, ah ben oui, je pensais ça, oui, il y a ça. Ça reste pérenne encore. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas s'il faut forcément opposer le papier au numérique. Moi, je pense ça beaucoup plus de la façon dont on organise les contenus. Alors, c'est notre métier, on fait des livres à imprimer. On est un peu fétichiste sur le papier aussi, là, on aime ça. Là. Puis je pense qu'en pandémie, les vendeurs d'imprimantes, puis de papier, puis de cartouches d'encre ont fait des fortunes. On aime imprimer nos documents en PDF, etc. Mais au-delà de ça, il y a la façon dont on organise un livre ou une revue. C'est du savoir organiser. On a des tables des matières, on a des index, on a des listes, on a toutes sortes de choses qui encadrent notre lecture. Alors que quand on va dans des modes de diffusion purement numériques, on rentre plus dans des logiques de base de données. Puis là, on n'est plus dans du savoir organisé de la même façon. Il faut tenir par la main. Puis moi, il n'y a rien
qui m'horripile le plus quand on parle des grands programmes de numérisation de contenu, sans en arrière penser d'architecture, de présentation de ces contenus-là. Et donc là, on se retrouve avec cette espèce de mythe comme quoi la quantité va faire la qualité. On sait que ce n'est pas ça et qu'une partie du travail d'édition, c'est de faire aussi ce travail de resserrage là, dans le contenu, de présentation, justement. Moi, c'est bien plus ça qui m'inquiète quand je regarde les habitudes de nos lecteurs, lectrices des livres qu'on fait, c'est de voir comment ils s'approprient avec le numérique des petits bouts de livres, des petites choses, et puis on se retrouve des fois à avoir même des collages. J'ai déjà vu des articles qui font l'antithèse de ce qu'un auteur défend dans un livre, tout simplement parce qu'on a picoré un petit peu partout. Là, je me dis, oui, mais il n'a pas lu le livre finalement. Là, il a juste été prendre un petit bout ici, un petit bout là, et puis, en tout cas, bref, tout ça pour dire que le papier versus le numérique, moi, je vois bien plus ça en fonction de l'organisation, et ça fait en grande partie notre travail, c'est l'organisation du contenu. On pourrait faire demain que des PDF, ce serait triste, mais on pourrait faire demain que des PDF. On aurait quand même fait notre travail d'édition. On l'a dit d'entrée de jeu dans la partie économique, la partie impression de livre, là, le papier, le carton, c'est finalement marginal hein, dans les coûts d'une maison d'édition. C'est pas ça qu'on paye. Là. Je sais que ma question va avoir l'air d'une évidence, mais l'open access, c'est beaucoup de choses. Ça a l'air d'une politique qui vise à rendre accessible plus de choses à plus de gens. Personne ne peut être contre, mais il y a aussi dans le fait que vous évoquiez la numérisation, ça détourne aussi vers tout ce qui est technologie et tout ce qui est numérique, des budgets qui ne vont pas ailleurs dans la production du savoir. Puis ça, je pense qu'il faut le voir aussi. Dans cet open access, il y a un mot qui est très facile à vendre et il y a une idée peut-être volontairement simplifiée pour être facile à vendre, mais dans les faits, il y a aussi beaucoup de contre-arguments à cette politique-là, même si tout le monde est pour l'accès au savoir. Mais la comparaison avec les bases de données me semblait excellente. Il faut savoir quoi chercher, puis il faut savoir comment l'organiser. Et c'est beaucoup plus long que de lire un livre, où là, le savoir est organisé, puis on peut confronter son point de vue à celui qui est évoqué. Donc, sur l'open access et ces enjeux, j'aimerais peut-être vous entendre un peu plus spécifiquement là-dessus. Je ne veux pas juste qu'on le retarde, il faut quand même qu'on en parle, mais dans ce qui est différent des revues savantes, je pense que c'est un autre défi, mais pourquoi l'open access pour des livres, c'est encore plus inquiétant? Je vais laisser Patrick répondre, qui se connaît beaucoup plus que moi, mais je prends la parole avant toi, Patrick, pour rebondir sur ce que Gilles Herman vient de dire, parce que cette organisation du texte et la découvrabilité aussi, ces deux questions-là, on dit découvrabilité du texte, mais aussi la situation du texte, où est-ce qu'il se trouve, où est-ce qu'il est publié. Ça, je le vois beaucoup depuis quelques années. Les étudiants et les étudiantes ne savent pas où chercher. On parle de bases de données. Aux études supérieures, peut-être que les étudiants y parviennent, mais aux étudiants du bac, la plupart des bibliographies, c'est notable, c'est toutes des références électroniques. Puis ce n'est pas toutes des revues scientifiques, ni des ouvrages scientifiques. Oui. Fait qu'il y a une promotion, à la limite, à faire aussi en plus de ce côté-là, d'une part, mais aussi une nouvelle pédagogie à développer. Il va falloir leur apprendre aux étudiants et aux étudiantes qu'on Google, je veux dire, les algorithmes Google ne sont pas un bon référent pour savoir retrouver des ouvrages et des... Voilà. Oui, puis la structure que les gens n'ont pas, les algorithmes leur en trouvent une structure, mais quand même, c'est la base de l'affaire. Ouais. Et on leur a appris apparemment au secondaire à lire les adresses URL, à lire ça, mais on ne leur apprend pas à décoder, en fait, la source parfaitement parce qu'ils nous citent des sources qui n'ont pas rapport, des fois, là, qui n'ont pas d'allure. Excusez-moi, Patrick. Non, ben, avant d'enchaîner sur le libre accès, juste revenir un peu à ce que disait Gilles. Parce que oui, je ne voudrais pas qu'on passe pour des fétichistes du papier. Et que, un peu quand même. Un peu, bien sûr, mais, mais pas que. Je veux dire, au PUM, là, on a une collection Parcours numérique qui fait un mariage des deux.
donc le papier et une version numérique qui offre une version enrichie, si on veut, du livre. Je sais que Jean-Marc Larue prépare une collection, là encore, où il expérimente avec des formes des formes éditoriales sur un site. On va participer à ça. Donc, oui, dans une époque et dans un centre où, en ce qui concerne le CRIL, où, par exemple, beaucoup de recherches sont maintenant intermédiaires, où il y a une pluridisciplinarité, ça peut arriver qu'il soit nécessaire d'avoir, justement, comme lien de référence, une page web, une capsule vidéo, une capsule audio qu'on trouve sur le web. Et à ce moment-là, quand on offre des objets hybrides, donc version papier, version numérique, ça permet cette découvrabilité-là, ça permet cette exploration de ce que le livre peut aussi être quand il est numérique. Mais cela étant dit, pour revenir au libre accès, je ne serais pas porté à dire qu'il y a tant de différences que ça entre les revues, les enjeux, les défis du libre accès pour les monographies, pour les livres, que pour les revues. Encore une fois, au PUM, on chapeaute 4 revues. Elles vont passer en libre accès, mais encore une fois, le soutien financier n'est pas là, n'est pas présent, pas suffisamment du moins. Ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, parmi ceux-là, il y en a qui ont dirigé des revues scientifiques, qui ont dirigé Études françaises, Voix Images, que sais-je. Ils savent c'est quoi l'engagement que ça demande pour un professeur d'université de gérer, de diriger une revue universitaire. Ils savent c'est quoi le temps que doivent mettre leur secrétaire de rédaction pour colliger tout ça. Et le constat est souvent le même. Il n'y a pas assez d'argent pour payer toutes les heures. Les professeurs doivent mettre des bouchées doubles. Vous n'êtes pas toujours dégrevé pour pouvoir faire ce travail-là. C'est très exigeant. C'est très demandant. Et ensuite, il y a tout le reste. Il y a toute la production là, qui arrive sur nos bureaux à nous, où on doit tout mettre en œuvre. Donc, il y a un enjeu économique très évident avec le libre accès pour les revues. Il n'y a encore à ce jour pas de montant compensatoire suffisant qui ont été versés. Et pourtant, on oblige les revues scientifiques à publier en libre accès. On pourra revenir aux revues plus tard, même si vous avez une table ronde demain. Mais pour ce qui est des monographies, personne n'est contre la vertu. Le principe du libre accès, c'est un principe qui est génial, qui est noble, qu'on doit défendre. C'est la démocratisation du savoir, c'est une plus large diffusion, enfin, un accès beaucoup plus facile, car non payant, à ce savoir-là. Mais ça a un coût majeur. J'en parlais hier avec vous. Nous, on a fait une étude longitudinale sur le manque à gagner au niveau des revenus de vente. Donc, quand on compare un livre qui n'est pas en libre accès avec un livre qui est en libre accès sur une période de 7 ans, c'est au-delà de 5 000 $ de pertes. Et quand vous additionnez les livres comme ça sur le long terme, ça fait un trou dans un budget. Ça menace donc la survie de la maison d'édition. Si ça menace la survie de la maison d'édition, ça menace la possibilité de publier des ouvrages, de faire notre travail, d'accompagner les chercheurs dans la publication de leurs résultats de recherche. Et donc, c'est un engrenage dans lequel on doit mettre la main très délicatement, avec prudence, pour ne pas se faire arracher le bras. Quelle solution vois-tu, Patrick? Le financement, il va venir d'où? C'est des sommes énormes quand même. Là. Il n'y a pas qu'un éditeur, il y a plein d'éditeurs. Premièrement, ce n'est pas des sommes énormes. Si on accumule, si on additionne les revues, les éditeurs. Si vous faites quelques recherches sur les différents programmes d'aide à l'innovation technologique, puis au développement de nouvelles plateformes, puis de projets de ci, puis de projets de ça, vous tapez le $1 million facilement. Et ces sommes-là donnent lieu à quoi? À des sites web qui deviennent complètement désuets au bout de 3 ans. C'est de l'expérimentation, certes, je ne vais pas remettre ça en question, c'est de l'innovation, certes, mais c'est aussi de l'argent qu'on pitche dans les poubelles, alors qu'il y aurait une application concrète extrêmement utile parce qu'elle aide à la pérennisation des maisons d'édition qui participeraient à la diffusion du libre accès, du savoir en libre accès. Et ça, pourtant, il faut se battre.
il faut se battre pour demander une reconnaissance des coûts qui sont impliqués par une opération, par un changement de paradigme comme celui-là. Et c'est désespérant. On a parlé... Oh, M. Herman, d'abord, oui. Je vais juste surenchérir là-dessus en disant que le plus gros problème du secteur de l'éducation et du secteur culturel, c'est qu'on est tellement bon à faire beaucoup avec peu qu'on a pris l'habitude de nous donner peu. Et puis, on est tranquille, hein, on est dans le bar, on est dans nos bureaux, on travaille. Puis, ce n'est pas très sexy pour n'importe quel organisme ou gouvernement de vouloir nous soutenir parce que ce qu'on fait a l'air effectivement d'arrière-garde, poussiéreux, alors que peu importe la façon dont on va le présenter et le diffuser, c'est la base de l'organisation du savoir, de comment d'abord faire ce travail d'édition-là. Donc, on a aussi un problème, nous autres, d'image par rapport à ça. Puis Patrick en parlait quand même succinctement des conditions de travail, que ce soit auprès des professeurs universitaires et autres personnes déléguées par les établissements d'enseignement. Mais si on regarde aussi du côté des professionnels qui travaillent dans le secteur de l'édition, je veux dire, c'est scandaleux de voir que finalement, moi, on me demande souvent comment vous faites, Septentrion, pour réussir à faire ce que vous faites. Parce que, tu sais, on fait des livres des fois un petit peu pointus puis qui n'ont pas des grosses ventes. Mais je dis, on le fait sur notre dos, c'est pas compliqué. On le fait sur le dos des travailleurs qui sont dans ce milieu-là. Là, je veux dire, et alors, je veux pas aujourd'hui déchirer ma chemise et dire, on aime tous notre travail, mais il reste que c'est comme quand Patrick dit qu'on ne reconnaît pas notre travail, ça c'est fondamental. Le travail général là, qui est fait dans tous les travailleurs et travailleuses du secteur de l'édition n'est pas reconnu tout simplement. Oui. Ouais. C'est clairement ce que vous décrivez. Ceci dit, il y a la question des marchés aussi qui s'ajoutent aux autres. Bien sûr, il y a des modèles qui arrivent des sciences, il y a des modèles qui arrivent, parce que cette question-là du libre accès s'est immiscée dans le débat parce qu'il y a des gens qui ont abusé des droits pour les accès Internet dans les revues, les bibliothèques. Puis là, tout à coup, on a voulu freiner cette machine-là, mais pour des petits marchés, c'est une catastrophe. Donc, il y a des défis particuliers liés à ça, du fait qu'on est des éditeurs québécois avec certains marchés à l'échelle locale, certains marchés à l'échelle internationale avec d'autres types de défis. Donc, ça, cette variable-là, elle compte quand même. C'est des états généraux sur la recherche en culture québécoise. Donc, les moyens de diffusion ont aussi un lien avec la taille des marchés. Je sais que, M. Herman, vous avez été très actif à faire connaître les livres du Septentrion dans les foires, tout ça. Est-ce que ça reste une démarche qui est importante maintenant? Est-ce qu'on peut encore élargir le marché? Comment le marché intervient-il dans ces questions-là? C'est une bonne question parce que je ne vais pas dire que j'ai arrêté ces efforts de diffusion-là, mais c'est clairement plus la bonne façon aujourd'hui, la façon la plus efficace de faire connaître nos contenus. Le marché du livre, si on parle du marché du livre de façon générale, a quand même beaucoup changé. Je parlais de découvrabilité, mais l'espace médiatique réservé aux livres culturels, livres savants a maigri aussi de bien des façons. Et on fait la part belle, puis tant mieux, hein, je veux dire, on fait la part belle à la fiction, au roman, à la poésie, etc. Puis je voudrais surtout pas qu'on prenne de leur part, mais il reste que pour ce qui est de ce qu'on fait, c'est peau de chagrin qui rétrécit. Et même dans les espaces professionnels qui nous sont réservés, on a de moins en moins de place là-dedans. Il faut trouver, vous parliez que j'avais fondé les Rendez-vous d'Histoire de Québec, bien, ça, c'est un exemple. À un moment donné, on se retrousse les manches, on dit, bon, ben, on va arrêter de chialer qu'il n'y a pas d'événement dédié à la diffusion d'histoire, on va en faire un. Et donc, depuis 5 ans, on en fait un, et puis avec beaucoup de force et beaucoup de bouts de ficelle, mais quand même, on finit par avoir la reconnaissance des pouvoirs publics quand on fait ça bien. Alors, je pense qu'il faut être ingénieux, puis il faut trouver des nouvelles façons de faire et laisser faire ces anciens endroits de diffusion dans lesquels on ne trouve pas. En tout cas, moi, c'est ma position. Je suis fatigué de me battre contre le courant. Là. À un moment donné, je vais trouver une autre rivière. Et, ce que Gilles dit est super important parce que c'est un autre volet du travail de l'éditeur qui est celui justement de trouver ces chemins-là, ces manières de diffuser des ouvrages, de les faire
découvrir par le public. On parle souvent maintenant là, de l'auto-édition possible. On crée des modèles où le chercheur va pouvoir s'auto-éditer, diffuser sur des plateformes, puis s'assurer que ses co-chercheurs ou que les gens dans son domaine de recherche vont pouvoir aller consulter sans passer par l'intermédiaire d'un éditeur. Fine, mais ça m'étonnerait bien gros que vous soyez invité à des hôtels pour en parler par la suite, parce que des hôtels n'iront pas sur ce site-là. Puis monsieur et madame, tout le monde n'iront pas sur ce site-là. Puis vous ne serez pas invité aux belles soirées parce que la responsable des belles soirées, elle ne va pas sur ce site-là. Donc, si vous voulez déborder un peu du cadre académique, puis des chercheurs, puis des seuls étudiants, puis vous assurer que votre travail puisse aussi avoir un impact auprès du plus grand public, bien, il faut reconnaître le travail que les éditeurs font à ce chapitre. Nous, on a non seulement quelqu'un à l'interne pour s'assurer de la promotion et de la diffusion, mais on engage aussi quelqu'un de l'externe, des pigistes, qui font la tournée des médias, qui font leur travail de diffusion, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est un volet qui est vraiment important, mais j'ai la raison, là, il faut développer des nouvelles manières de faire, il faut se réinventer aussi. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est la relation qu'on peut avoir avec les libraires. Maintenant, ceux qui sont nos meilleurs publicistes, ce sont les libraires. Je pense, moi, je le fais régulièrement quand je passe devant une librairie, genre, puis j'essaie de parler, je vois si les livres sont là, puis bon, on discute, puis je vends l'idée, il y a un livre qui s'en vient, je travaille sur tel sujet, et les libraires sont très ouverts à ça. Ils ont besoin et ils réclament plus d'informations directes de la part des éditeurs. Évidemment, on ne peut pas commencer à faire ça partout parce qu'on ne ferait plus de livres. Mais quand on passe comme ça, c'est de travailler avec le libraire. Le libraire, c'est quand même celui qui fait le plus vendre de livres. C'est surtout auprès des gros lecteurs. Il y en a qui arrivent, bon, comme je fréquente beaucoup les librairies, on les voit. On voit des gens qui arrivent, ils s'en vont vers leur libraire, puis après une demi-heure, ils sortent avec un paquet de livres. Ça, c'est des vrais gros lecteurs et qui écoutent les conseils des libraires. Donc, il ne faut pas les négliger dans notre travail, dans ce qu'on fait, dans la diffusion. Mm-hmm. Oui. Puis Isabelle, je pense aux événements, quand on participe à des colloques, traditionnellement, hein, la table de livres, ça reste un public limité mais ciblé. Est-ce que tu as l'impression que quand des chercheurs publient puis qu'ils font la tournée des événements dans leur domaine, ça crée des débouchés? Je pense entre autres à l'étranger parce que ça m'a frappé qu'il y avait aussi le pont avec ce qui précédait. Ça fait partie des enjeux. Oui, sûrement, parce qu'on parlait de la difficulté presque inhérente à vendre la culture québécoise à l'étranger. Il faut que quelqu'un s'intéresse à la littérature québécoise, à l'histoire québécoise. En études féministes, c'est sûr que ça devrait être transversal aux nations. Encore que si on publie un livre sur Nelly Arcan est une écrivaine ultra connue ici. Il a fallu faire un colloque, on a fait un colloque en France et la française de l'équipe suggérait de l'appeler redécouvrir Nelly Arcan parce qu'elle disait qu'il y en a beaucoup qui vont la découvrir, elle n'est pas connue nécessairement. Et donc, il y a toute cette question de l'objet, est-ce qu'il est strictement québécois, même s'il est féministe ou pas. Et même s'il ne l'est pas, si on fait un livre sur la violence faite aux femmes ou je ne sais quoi, là, il y a d'autres barrières peut-être. Il faut des personnes extrêmement informées qui parviennent jusqu'au livre. Est-ce que le livre est distribué en France? Est-ce qu'il est publié dans une maison distribuée en France? Parce que ce que je constate, et je n'ai parlé avec des collègues françaises, mais déjà, justement, des recherches, la première porte, c'est Google, mais même dans des bases de données, les bases de données sont plus généreuses, certainement, mais les algorithmes font que les références québécoises ne sortent pas au premier chef, en fait. Donc, il y en a plein de petites barrières. Hein, on parle de diffusion et de découvrabilité, mais il y en a plein de petites barrières techniques ou même, tantôt, on n'a pas parlé, mais il y a toute cette question aussi des politiques de publication. Je ne suis pas au fait de tout, mais donc le CRSH qui, quand il publie, quand il finance un projet de recherche qui débouche sur une monographie, a des exigences quant à rendre l'ouvrage accessible. FRQ aussi, t'en parlais hier,
C'est nouveau, ça, quand même. Là. C'est ça, celui-là, c'est nouveau, oui. Le Mais tour il y a d'écrou, de plus là. en plus de pression. C'est presque, oui, j'ai dit politique, parce que c'est des politiques depuis... On te paye et donc, puis en même temps, on comprend parce qu'il y a une logique. Je suis subventionnée, donc mon ouvrage devrait être... Mais encore là, si je demande... C'est l'éditeur, lui, moi, je veux bien le diffuser le plus largement, mais je comprends qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle l'éditeur et qui doit éditer mon livre, le publier, parce que je ne fais pas juste le mettre en ligne sans mise en forme, sans travail éditorial, évidemment pas. Donc, il y a beaucoup c'est là qu'on se rend compte que, au début, je disais, ça dépend de notre position. Ça dépend de nos positions, lecteurs, lectrices, chercheuses, professeurs, mais ça dépend aussi de tellement de facteurs de différents champs, économiques, politiques, techniques, carrément techniques aussi. Bref, on pourrait en allonger d'autres. Et les revues aussi, tu disais, Patrick, les revues aussi en souffrent. Je suis responsable, je suis sur le comité éditorial de la revue NQF, Nouvelles questions féministes, qui n'est pas une revue obscure, on s'entend, fondée par Simone de Beauvoir et Christine Delphi. Elle a son siège en Suisse maintenant. Et elle est connue dans toute la francophonie féministe. C'est une des revues les plus connues. Mais là aussi, elles ont des problèmes parce que les numéros tombent en libre accès selon des contrats éditoriaux ou je ne sais trop. Au bout d'un certain temps, les bibliothèques se désabonnent. Et si les bibliothèques se désabonnent, il n'y a plus un sou aux revues. Pour faire les revues, il n'y aura plus de revues. Même à ma bibliothèque, NQF m'informait, Isabelle, ta bibliothèque vient de résilier l'abonnement. Je m'attends un petit peu. J'ai pris évidemment, je suis allée voir. Mais écoute, il y a de la résistance. La résistance, c'est de la résistance. Oui, puis s'il n'y a plus de revues savantes et s'il n'y a plus d'éditeurs de livres, on va revenir aux livres de prix donnés dans les écoles. Puis celui qui peut en produire le plus les distribue, il les met dans Facebook et il les vend comme ça. Je veux dire, puis ce sera vraiment un chaînon qui va... Les gens vont se rendre compte, ça prendra un certain temps, mais il y aura un impact quand même assez déterminant. Donc, c'est ça, la découvrabilité, c'est pas naturel non plus, c'est une série d'étapes, c'est savamment orchestré, organisé. Mais il y a un courant, si tu me permets, il y a un courant de Bien pensée sûr. quand même aussi qui, je pense, vient du côté anglo-saxon sur cette culture de la gratuité dans les savoirs qu'on va rapidement confondre avec la liberté. Hein. Donc, quand on parle de l'accès libre, tout de suite, ce qu'on a en tête, c'est de l'accès gratuit. Or, les deux choses ne vont pas forcément de pair. Puis, tu sais, on dit, ah, ben parce qu'on touche des subventions, il faut que ce soit gratuit et libre d'accès. À ce que je sache, je ne sais pas, moi, les producteurs de lait sont subventionnés, mais je ne peux pas aller à l'épicerie partir avec une pinte de lait. Là, je veux dire, ça va de sens. Donc, pourquoi est-ce que nous autres, non seulement on nous demande, mais on nous somme de rendre le fruit de notre travail disponible et gratuit. Alors, ça, il y a un courant de pensée, alors, pour moi, qui est à combattre, là, et puis à se dire, écoutez, là, ne confondons pas les deux, gratuité, liberté, et puis on est évidemment, comme disait Patrick, personne n'est contre le libre accès. C'est sûr que la base de notre travail, c'est on tombe sous le charme de certains textes, puis on veut les diffuser, on veut les porter, on veut porter ceux et celles qui les ont écrits aussi, c'est la base de notre travail, mais ben voilà, il y a un coût associé à ça, puis on veut pouvoir le faire dans des conditions raisonnables. Déjà, juste raisonnable, c'est pas mal. Et je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à vendre, ou pourquoi cette idée-là a glissé. Puis, je dois dire quand même que malheureusement, dans les dernières années, je vois beaucoup du côté des bibliothèques universitaires de plus en plus de résistance, voire même de prise de position sur le libre accès, sur ces fameux abonnements aux grandes bases de données qui donnent accès à beaucoup de choses, mais dans lesquels ne sont pas les produits les plus pointus, les produits locaux, etc. Et de se désabonner justement de petites revues culturelles, petites, excuse-moi, c'est pas péjoratif, mais simplement par rapport à leur taille ou par rapport à l'électorat, mais qui n'ont que des fois que les bibliothèques comme point d'accès, puis comme principale source de revenus. Et ça, c'est un courant fort là, qu'on est en train de combattre. Et malheureusement, je dois bien dire, beaucoup plus du côté du Canada anglais, ceci dit, là, ça semble porté par le milieu des bibliothécaires universitaires. Mais je ne me l'explique pas.
je ne m'explique pas pourquoi subitement les bibliothécaires, alors Guy parlait des libraires comme nos alliés, les bibliothécaires sont nos alliés, les archivistes sont nos alliés, et tout d'un coup, j'ai là une partie de mes alliés qui semblent se retourner contre moi. Évidemment, ce n'est pas général, là, et je ne m'explique pas, j'aimerais bien faire le comprendre. Avec les administrateurs des bibliothécaires. Oui, il y a ça aussi. Sincèrement, il y a un travail de cet Ouais. ordre-là. Là. Il y a une logique de gestionnaires qui prennent des décisions et qui font adhérer à toute une série. Ça s'est fait dans les bibliothèques aussi, puis les bibliothèques gouvernementales. Il y a toute une série de mesures qui vont dans ce sens-là. Moi, je partage l'étonnement, puis en même temps, il y a comme un fond un peu cynique qui me dit non, ça s'est produit exactement partout. Oui, mais c'est une bête question de budget, là. Je veux dire, les bibliothèques, leur budget d'acquisition n'a pas explosé ces dernières années. La plupart du temps, ils sont réduits ou très légèrement augmentés. Mais la raison pour laquelle ces bibliothécaires et ces directions de bibliothèques-là misent autant sur le libre accès, pour les revues scientifiques notamment, c'est pour leur donner cette marge de manœuvre, leur permettre de respirer, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir des revues comme Nature, puis tel journal de sciences. Et c'est quoi l'abonnement annuel pour Nature et ces autres journaux-là? 9 000, 10 000 $ pour s'abonner, pour avoir un accès. La revue Études françaises, je pense que c'était 125 $ annuel pour la bibliothèque pour s'abonner. Putain de merde. Permettez-moi l'expression, mais putain de merde. Là. Avec 9 000 $ d'abonnement consacré à une revue qui est détenue par un conglomérat qui fait des milliards par année, et on demande aux petites revues nationales d'aller en libre accès, là, puis de serrer la ceinture, puis de s'ouvrir les veines, puis là, du coup, on va bosser fort pour pouvoir permettre à la bibliothèque de rester quand même abonnée à Nature. Il y a comme un problème. Là. Il y a un gros problème. Tout ça ne fait que creuser le fossé des inégalités sous couvert de politiques démocratiques avec lesquelles spontanément les gens sont très d'accord. Mais je veux revenir à la suggestion d'Isabelle. Ça serait bien d'essayer de voir, je ne dis pas clair, là, genre on fera une tournée de questions avec le public s'il y en a, mais comment est-ce qu'on peut aider, soutenir, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle orientation un peu positive on peut se donner, parce que à vous écouter, c'est quand même assez sombre. Vous êtes des lanceurs d'alerte. Je reçois ce message-là et me voici déjà mieux sensibilisée et je n'ai jamais délaissé le livre, ceci dit. Ça doit être que je gagne en âge. Mais est-ce qu'il y a moyen de terminer sur une note, sinon positive, du moins constructive, proactive? Si on a écouté Patrick, ce qu'il vient de dire, la seule conclusion, c'est abat le capital. OK. Est-ce que tout le monde endosse ce mot de la fin? C'est un souhait, mais c'est pas pour demain quand même. Non. Il y a sûrement d'autres pistes plus sérieuses. Je sais pas. Ben, elle est sérieuse, la piste, elle est juste pas réaliste. Mais bon, ça, sinon, ça dépend toujours de l'échéancier, Patrick. Non. Mais non, je ne veux pas non plus donner l'impression de pessimisme à ce point dans le milieu de l'édition. Là. Je veux dire, la collection Nouvelles études québécoises, qu'on publie en partenariat avec le CRILC, justement, je veux dire, on publie des titres régulièrement depuis des années, là, puis on est fiers de cette collection-là, puis elle roule, elle fonctionne, elle a eu de très belles années, on a gagné des prix, il y a un beau rayonnement, on innove, il y a eu Québécois, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est paru il y a 1 an ou 2. Les études québécoises ne stagnent pas, on n'est pas dans le vieux fond, dans le vieux bas de laine, ça change, on en est très content. Je ne sais pas pour Gilles, je n'ai pas l'impression, toi non plus, là, qu'il y a une baisse de ce côté-là là, par rapport à la publication du livre. C'est difficile comme contexte, on doit toujours se battre, mais il ne faut pas désespérer non plus. Là. C'est juste que, pour reprendre un mot que j'ai dit tantôt, là, ça devient exaspérant de demander de se battre de la contre-courant, puis de...
Dans tous les cas, ce n'est pas les sujets qui manquent, ce n'est pas les chercheurs et chercheuses qui manquent. Je le vois au PUL, à chaque semaine aux réunions, il y a des propositions qui arrivent, il y a plein d'idées, il y a plein de choses à faire, puis on en fait beaucoup, on travaille fort. Ça doit être pareil de ton côté, Gilles. Ce n'est pas les sujets d'histoire qui manquent, on les voit passer. Non, puis c'est ni les sujets qui manquent, ni les lectrices et lecteurs qui manquent non plus. Là, je veux dire, là, on s'en va en fin de semaine au Salon du livre de Rimouski. En novembre, on va voir le Salon du livre de Montréal. C'est les premiers salons du livre qui recommencent. Puis je veux dire, je le sais, il va y avoir du monde. Les gens prennent le temps. Moi, je suis toujours fasciné de voir les gens, ils rentrent dans notre kiosque, ils bouquinent, ils prennent le temps, ils regardent. Puis là, je ne suis pas avec mes professeurs ni mes étudiants. Là, je suis avec des gens avertis, mais tu sais, qui s'intéressent quand même à ces études-là, puis qui en achètent. Alors, quand je parlais aussi de découvrabilité, alors, Guy a bien fait de mentionner les libraires. Il y a toutes les autres places, les colloques, les salons du livre, en tout cas, bien d'occasions. Puis, on se démène quand même beaucoup. Puis, quand je disais tout à l'heure qu'on a un peu abandonné ça, je parle de l'étranger, mais ici, loin d'abandonner, on continue. En tout cas, on reprend, évidemment, suite à la pandémie. Alors, on ne jette pas le gant, pas du tout. Puis, tu sais, les rendez-vous d'histoire, c'est un bel exemple. On a créé un salon du livre autour de ça, et puis ça a marché. Là, tu sais, il y a encore bien des façons de rejoindre notre public. Il faut le comprendre aussi, notre lectorat. Je pense que ça aussi, régulièrement, il faut se remettre en question, puis comprendre le lectorat. Et puis, s'il change, il faut qu'on change aussi un petit peu, ou d'autres prendront notre place, tout simplement, des fois. Hein. Mais donc, il y a de la nouveauté, tout le monde veut encore publier des livres, les nouveaux sujets, les questions transversales, tout ça transite par vous, c'est encore très stimulant, c'est encore très riche, donc ça, c'est le côté positif. Ensuite, ben, c'est ça, les questions économiques arrivent très rapidement après cet enthousiasme parce que même l'enthousiasme, ça fatigue. Oui. Bien, ben écoutez, j'ai envie de demander s'il y a des questions dans la salle. Il y a peut-être des aspects qu'on n'a pas couverts. Il y a peut-être... Oui. Je peux juste faire une remarque, bien sûr. Chantal? Je ne voudrais pas que les gens de l'assistance qui nous ont écoutés au cours de la dernière heure s'imaginent que c'était une table ronde pensée et imaginée exclusivement par les presses de l'Université de Montréal. Il s'adonne qu'au moment où Guy et moi avons pensé à cette table ronde-là, Guy était à ce moment-là chez Nota Bene et la pandémie oblige. Guy est maintenant au PUM, donc... mais je voulais juste éclaircir ce point. Bien, j'aurais peut-être dû le dire. De même que j'aurais dû mentionner que vous étiez les co-organisateurs de l'événement, mais c'est ça, avec chacun des titres respectifs et pas nécessairement au pub. Mais ça prouve bien, Chantal, qu'on ne peut pas prendre sa retraite quand on est éditeur. On aime ça, faire des livres.